Bien, bonjour. Je vais donc parler de Gustave Charlier et quelques autres auteurs européens face à l'Amérique dans les années 20 et 1940. Pour commencer, je voudrais remercier Hubert Edebau et Roger Roland des échanges que j'ai eus au sujet de cette communication. Né à Rouy en 1885, Gustave Charlier fut un maître de l'enseignement et de l'histoire de la littérature française à l'Université libre de Bruxelles. Il fut élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 1921. Gustave Charlier effectua 2 voyages aux États-Unis, en 1927 et en 1938. Il en rendit compte dans un volume intitulé « Vue d'Amérique ». J'ai ici, je vais essayer de reprendre. Vue d'Amérique. Publié en 1939. J'en livre ici un parcours bref en le confrontant à d'autres récits d'intellectuels et d'écrivains et en centrant mon propos sur leur vision politique et sociale des USA. On traitera dans la version publiée de certains aspects de cette politique américaine, notamment en matière d'exceptionnelle réussite dans les domaines de la culture et des arts. Charlier écrit « À qui me demanderait la meilleure définition des États-Unis, je proposerai volontiers ceci. Un pays où la pauvreté est un article d'importation. » Et d'ajouter, de fait, en dehors des récents immigrés, parqués dans les quartiers sombres des grandes villes, ce sont partout les signes manifestes d'une solide aisance, sinon de la richesse. Cela tient pour l'essentiel au fait que le système institutionnel américain accomplit ce dont ont rêvé les Lumières, que Charlier a tant étudié, et la Révolution française. Il dit, Charlier, Bartholdi s'est trompé. Ce n'est pas la liberté avec son flambeau qu'il devait ériger en face de Manhattan, mais bien plutôt l'égalité avec son triangle. Et le triangle, c'est moi qui ajoute, de la fraternelle maçonnerie. Il dit encore, au fond de toute conscience américaine, il y a cette conviction primordiale qu'un homme en vaut un autre. À lui de tenter sa chance, chacun en a une, et même plusieurs. Dès lors, pourquoi tendre le poing à celui qui a atteint le haut de l'échelle, quand il est si simple d'y grimper à son tour selon ses forces? Le système américain lui semble avoir réduit les discordances extrêmes que présente ce qu'il appelle la bigarrure ethnique, qui est étourdissante. Je cite. Dans les avenues de Manhattan, comme dans les quartiers les plus populaires de Brooklyn, ce qui frappe l'œil avant tout, c'est l'énorme majorité de types israélites, italiens et levantins. À certains moments, n'étaient le ciel et la terre, et quelques nègres ça et là, on pourrait se croire dans l'un ou l'autre port de la Méditerranée orientale. Inutile d'insister sur ce que dit de cette bigarrure
ethnique à la même époque, Paul Morand, dans son ouvrage intitulé New York, paru en 1930. Philippe Solers en a caractérisé comme il fallait, je cite, les passages hautement symboliques dès qu'il s'agit des Juifs ou des Noirs. Cependant, poursuit Charlier, sur ces divergences infinies, un puissant rouleau compresseur a passé. Car tout citoyen américain peut tout ambitionner, aspirer à tout. Charlier conclut cependant par une légère modulation, à condition toutefois d'avoir la peau blanche. L'émerveillement du premier voyage s'est cependant assombri au cours du second, une dizaine d'années plus tard. C'est qu'il y a eu le Black Monday de 1929 et la Grande Dépression. Charlier se pose donc la question: qu'y a-t-il ici de changé depuis la crise? D'un côté, dit-il, même foule hâtive, d'une même correction uniforme, semblant toujours courir à des affaires également pressantes, même étalage indéfiniment varié, allant du magasin de grand luxe, à l'instar de Londres ou de Paris, au modeste drugstore qui offre à la fois des réveils matins, de la crème à la glace, de la pâte dentifrice et des repas à prix fixe. Cependant, dit-il, à y regarder de plus près, ce luxe montre moins d'éclat qu'auparavant. Ainsi, le temps n'est plus où les bijoux d'or étaient laissés aux nègres, le platine seul étant réputé gentleman-like. Moins d'affluence dans les restaurants chers. Les lieux de plaisir sont moins fréquentés. Moins de voyageurs empruntent les chemins de fer, malgré les gros efforts consentis, dit-il, pour réduire les tarifs. Et puis, spectacle inconnu jadis, il y a dans la plupart des grandes villes des mendiants, avoués ou honteux. Pas très nombreux, sans doute, ni d'une détresse fort affligeante, mais il y en a, et c'est un fait nouveau. Parmi les autres Européens qui voyagèrent en Amérique dans les années 30 et en laissèrent un témoignage, je retiens d'abord André Mauroy. Dans son livre intitulé États-Unis 39, tout en dessous, États-Unis 39, voilà, il raconte: retour de Chicago à New York. Je prends le train, un train célèbre pour sa vitesse, le 20th Century, qui fait en une seule nuit ce long trajet. J'ai emporté pour le lire The Grapes of Wrath, les raisins de la colère, de John Steinbeck. Le livre est terrible. Mauroy poursuit: je lève les yeux. Ce train est le plus beau des trains. Il est bien chauffé en hiver, air conditioned en été. Les wagons se nomment Imperial Château, Imperial Lodge. Est-il vrai, comme le dit Steinbeck, que tant de richesses se déplacent à travers tant de misère? J'ai, dit Mauroy, dans les ruelles de Chicago, entrevu des vies sordides et sans espoir. Le charme du train séduit Mauroy. Est-il vrai que tant de douceur se déplace à travers tant d'horreur? Steinbeck prendrait-il plaisir à accumuler tous ces détails insupportables? Je le cite. Ces pauvres
sont trop pauvres, comme ceux de Zola dans Germinal. La littérature américaine était-elle appris une tonalité d'autocritique ou d'autoflagellation? Je le cite, beaucoup de jeunes écrivains américains, et parmi ceux qui ont le plus de talent, sont, guillemets, méchants. Beauroy conclut, Proust a dit qu'il y a des écrivains qui sont méchants. De là, dit-il, le succès de Joyce, qui leur donne le frisson de l'inintelligible. Un autre auteur de langue française donne à lire sa découverte de l'Amérique, à la même époque. Georges Duhamel publie en 1930, je vais finir par montrer les livres, Scène de la vie future. C'était avant la chronique des Pasquiers. Entre autres, on connaît l'argument central de l'ouvrage, l'argument visionnaire d'une certaine manière. Je cite, nulle nation ne s'est encore plus délibérément que les États-Unis d'Amérique adonnée aux excès de la civilisation industrielle. Les stigmates de cette civilisation dévorante, nous pourrons, avant 20 ans, les découvrir sur les membres de l'Europe. Car, ajoute-t-il, l'Amérique n'est pas, comme on se plaît à le dire, un pays jeune en tout point. Au regard de la civilisation matérielle, le peuple américain est un peuple plus vieux que les nôtres, un peuple vieilli brusquement peut-être, et sans maturation réelle, mais qui nous joue dès aujourd'hui bien des scènes de notre vie future. Un sujet sociopolitique mérite l'attention particulière de Duhamel. Charlier, lui, ne s'y attache pas particulièrement à cette question de la différence raciale. Mais Duhamel rapporte la conversation qu'il a eue avec un, dit-il, géant d'aspect glacial, souffrant de colère contenue qui lui brûle les oreilles. Cette personne à qui il parle, c'est M. Oliver Knickerbocker. Il est un de ceux que la question noire empêche de dormir. Knickerbocker avoue son scepticisme face à l'intégration des Noirs et au dépassement du fossé qui les sépare des Blancs. Il dit, M. Knickerbocker, le problème est insoluble. Insoluble. Duhamel réagit de manière inattendue et glisse à M. Knickerbocker. Je n'ai jamais, jusqu'ici, cru bien ferme à la justice immanente. Je ne pensais pas, jusqu'ici, que toute faute fût, en définitive, punie. Je trouvais même dans cet état d'esprit un élément de pessimisme. Tout ce que vous me racontez fait naître une espèce d'espoir. L'idée que ce crime innombrable de la traite et de l'esclavage, sur lequel est fondée la prospérité américaine, l'idée que ce crime demeure inexpiable et qu'il ouvre dans le flanc du bonheur américain une plaie incurable, cette idée, ne trouvez-vous pas qu'elle est, au point de vue moral, consolante et somme toute belle? Les oreilles de M. Knickerbocker rougissent, puis pâlissent. Il me regarde une seconde, ouvre une bouche pleine d'or et s'absorbe dans une soucieuse rêverie. Gustave Charlier se tourne aussi vers les origines des États-Unis pour discuter son régime démocratique. Gustave Charlier invoque Lincoln, Brand Whitlock, dont la mémoire est chère aux Belges. L'Américain fut membre étranger littéraire de cette académie de la littérature. Celui qui
ou celle qui succède, si je ne pas sans doute. Mais la référence la plus intéressante de Charlier, ou du moins la plus symbolique, concerne celui qu'il appelle un des meilleurs essayistes de l'heure présente, à savoir Edward L. Bernays. Et ça, je veux le montrer. Voilà. Edward Bernays a publié en 1928 un ouvrage intitulé Propaganda, qui lui a valu le titre, dans un ouvrage américain de 1999, de père de la manipulation. Et Noam Chomsky a écrit que ce livre apporte, je cite, un éclairage important sur certaines des plus puissantes et influentes institutions de l'État industriel contemporain des démocraties capitalistes. J'extrais de Propaganda ces quelques lignes. La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. En effet, l'éducation des masses se révèle un échec. L'instruction généralisée devait permettre à l'homme du commun de contrôler son environnement. À en croire la doctrine démocratique, une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait les capacités intellectuelles de tout diriger. Au lieu de capacités intellectuelles, l'instruction lui a donné, à cet homme du commun, des vignettes en caoutchouc, des tampons encreurs avec des slogans publicitaires, des éditoriaux, des informations scientifiques, toutes les utilités de la presse populaire et les platitudes de l'histoire, mais sans l'ombre d'une pensée originale. Il faut donc, je le cite, qu'un groupe de citoyens, des minorités intelligentes, prennent en main la maîtrise du futur. La démocratie et la politique américaine font aussi l'objet de réflexions chez Jules Romain. Celui-ci rencontre dans une visite aux Américains de voyages effectués aux États-Unis en 1924 et 1936. Il écrit: derrière Roosevelt, sous son influence, les démocrates sont devenus, plus qu'ils ne l'ont jamais été, un parti, entre guillemets, avancé. Ils ont attaché leur nom et leur cause à une série de réformes sociales, économiques, financières très hardies. Et Romain confiera en note postérieurement: je désire ajouter seulement quelle joie m'a apporté l'élection triomphale de Roosevelt. Mon roi entend aussi évoquer ce que lui suggèrent les élections américaines. Il fait état des idées que nous exposait, je cite, il y a quelques semaines à la Sorbonne, le professeur Ernest Barker de l'université de Cambridge. Un pays n'est nullement libre, disait à peu près Barker, parce que sous forme d'élection, de référendum ou de plébiscite, ses citoyens peuvent voter. Si en même temps un gouvernement y développe les arts, maintenant trop parfaits, de la suggestion massive et de la publicité politique, s'il dispose de la presse, du haut-parleur, de la radio, s'il a le monopole de la formation de la jeunesse, alors c'est en vain que le droit de vote viendra donner à Démos l'illusion de pouvoir. La liberté n'en sera pas moins morte. De tels observations, évidemment, qu'on trouvera un peu plus détaillés dans ce que je publie, seraient également à discuter. On connaît le texte de Sartre, intitulé « Élection, piège à con », publié en 1970. Bernays interviendra, dit-on, dans le renversement du gouvernement
démocratiquement élu du Guatemala, renversement avec l'aide de la CIA. La même année, les USA développaient, comme chacun sait, mais je rappelle, la théorie des dominos, en fonction de laquelle le basculement idéologique d'un pays en faveur du communisme, par exemple la Chine, serait inévitablement suivi d'un changement identique dans un pays voisin. Au même moment, pour rappel, le Vietnam fut visé par un projet de frappes aériennes qu'Eisenhower suspendit. L'intervention massive des Américains attendra 10 ans avec Kennedy. On n'est donc pas surpris que Gustave Charny intitule un des chapitres traitants de son premier voyage « Impérialisme » avec un point d'interrogation. Mais le point d'interrogation ne laisse guère de place au doute si on considère les premières phrases. Impérialisme, militarisme, colonisation, tout cela est en horreur à l'immense majorité des Américains. Et par la suite, il dit, ceux qui soutiennent la politique américaine sont fermement convaincus qu'elle met la force au service du bien et du droit, qu'elle vise à faire, un peu malgré eux parfois, le bonheur des peuples attardés, qu'elle est enfin, pour tout dire d'un mot, résume Charny, une forme d'international service. L'éclatante réussite américaine dans le domaine des sciences, de l'industrie et des arts, dont je fais longuement état dans ma communication écrite, est inévitablement ramenée aux formes actuelles de l'international service. Comment séparer ces deux pôles de la modernité, en masquer les contradictions, nier l'inévitable horizon qu'il dessine? Duhamel, dans ses réflexions liminaires sur la civilisation, qui sont magnifiques, ne manque pas de mettre en évidence à quel point les plus hautes réalisations de l'homme et ses meilleures inventions, je cite, sont susceptibles, entre les mains scélérates et malhabiles, de se transformer en instruments de souffrance et de mort. L'art, dit-il, peut fournir aux coquins des arguments et des armes. On ajouterait, ou on ajoutera aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale et après la Shoah, que la stratégie nationaliste la plus venimeuse, pour employer un mot dont use Duhamel, peut surmonter jusqu'à faire douter de leur vérité, en quelque sorte, et c'est lui qu'ici, la musique de Beethoven, ou même, comme il dit, le céleste Jean-Sébastien Bach. Ce ne serait pas non plus la première fois que le génie scientifique, dit Duhamel, aurait emprunté le vêtement de la plus abjecte philologie. Comme vous voyez, on n'a pas quitté le terrain de la propagande de Bernays. En période, je termine, de guerre avec l'Ukraine et d'extension géopolitique de l'OTAN, comme lors du renversement du Guatemala ou de la guerre du Vietnam, on peut croire qu'une même ligne continue est tracée vers aujourd'hui ou vers un futur proche. Voilà, merci.